Jusqu'à présent, nous avons regardé une seule variable à la fois. Mais la vraie richesse de l'analyse des données, c'est de comprendre comment les variables interagissent entre elles. Le chiffre d'affaires augmente-t-il avec le marketing? La satisfaction du client est-elle liée au temps d'attente? Aujourd'hui, on apprend à visualiser et à mesurer les relations entre les variables. Contexte. Supposons que vous êtes analyste marketing pour une entreprise de e-commerce. Vous avez 3 variables: les dépenses publicitaires, le nombre de visiteurs, le chiffre d'affaires. Et votre responsable souhaite obtenir un peu plus d'informations sur les détails suivants. Il vous pose les questions suivantes. Est-ce que les dépenses publicitaires sont liées au nombre de visiteurs? Ici, c'est pour justifier le budget. Le deuxième point. Est-ce que le nombre de visiteurs est lié au chiffre d'affaires? Ceci, c'est pour prévoir les ventes en amont. Troisième point. Est-ce que les dépenses publicitaires sont directement liées au chiffre d'affaires? Ceci, c'est pour justifier le retour sur investissement. Vous devez non seulement mesurer ces relations, mais aussi les visualiser de manière plus convaincante pour présenter vos conclusions au comité de direction. Commençons par présenter ce qu'on appelle le scatter plot. Le scatter plot, encore appelé diagramme de dispersion, c'est un graphique qui présente la relation entre deux variables quantitatives. Ici, il s'agit des variables quantitatives ou bien numériques. En fait, pour un scatter plot, chaque point représente une observation avec sa position en X, qui est la première variable, et sa position en Y, qui est la seconde variable. Ce que nous révèle un scatter plot, il y a tout d'abord la direction de la relation. Est-ce une relation positive, négative ou nulle? La forme de la relation. S'agit-elle d'une relation linéaire ou non linéaire? Il y a aussi la force de la relation. Est-ce une relation forte ou une faible relation? Il y a aussi la présence d'outliers. On peut observer s'il y a des valeurs extrêmes grâce à notre scatter plot. S'il y a par exemple une valeur ou bien un point isolé et loin des nuages de points, on peut considérer ou bien détecter directement qu'il s'agit d'une valeur extrême, d'un outlier. Il y a aussi la présence des clusters dans un scatter plot. Lorsqu'on a des regroupements de données, on peut déduire que tel ensemble de données forme un cluster, tel autre ensemble forme également un cluster. On peut voir ça directement grâce à un scatter plot. C'est également l'une des forces de scatter plot. Prenons un exemple. On se propose d'étudier le scatter plot des dépenses publicitaires X et du chiffre d'affaires Y. Si les points forment une ligne montante, c'est-à-dire les points sont alignés de la sorte, si les points sont alignés comme ça, on forme une ligne montante, alors on dira que plus on dépense, plus on vend. Plus il y a les dépenses publicitaires, plus on liquide les marchandises. Et si en revanche, les points sont dispersés et sans direction quelconque, alors on va déduire tout simplement qu'il n'y a pas de lien évident entre les dépenses publicitaires et le chiffre d'affaires. C'est l'une des forces qui nous donne les scatter plots. Parlons de la corrélation. La corrélation est une mesure statistique qui quantifie la force et la direction de la relation linéaire entre deux variables quantitatives. La corrélation de Pearson ici est nommée R, petit r, qui est égale à la covariance. Covariance, on va parler de ça tout à l'heure, divisé par l'écart type de la variable X fois l'écart type de la variable Y. Nous avons déjà parlé des écarts types lorsqu'on évoquait les mesures de dispersion. Vous pouvez trouver la vidéo dans le playlist. La corrélation en fait varie entre moins 1 et 1. Alors on a des points remarquables. Lorsque R est égal à plus 1, ici on parle de la corrélation positive parfaite. On peut déduire que les points sont exactement sur une ligne montante.
Grâce à la corrélation, on peut déduire comment est-ce que sont disposés nos points dans le scatterplot. Lorsque R est égal à 0, on peut déduire qu'il y a absence de corrélation linéaire. Donc, nos données sont soit éparpillées ou bien groupées autour d'un point simplement. Lorsque R, la corrélation de Pearson, est moins 1, ici, il s'agit d'une corrélation négative parfaite. Donc, les points sont exactement sur une ligne descendante. Interprétation des résultats. Lorsqu'on calcule R et on trouve une valeur qui est inférieure à 0,3, on peut déduire que notre corrélation est faible. Lorsque la valeur est plutôt comprise entre 0,3 et 0,7, on parlera d'une corrélation modérée. Et lorsqu'elle sera supérieure ou égale à 0,7, il s'agira d'une forte corrélation. Ça, c'est l'interprétation des résultats. Et nous pouvons voir du côté droit ici que pour R égale à 7, on voit qu'il s'agit d'une ligne montante. Pour R égale à 0,3, les données sont un peu dispersées, mais on peut quand même avoir une ligne montante. Lorsque R égale à 0, c'est tout simplement d'une ligne constante. Lorsque R est plutôt moins 0,7, ligne descendante avec les données qui sont plus proches de la droite. R égale à moins 0,3, les données sont éparpillées, c'est également une ligne descendante. R égale à 0, on présente nos données qui sont éparpillées, donc on ne peut pas les relier convenablement. Par exemple, des événements où on utilise la corrélation de Pearson pour l'expérimenter, on parlera de salaire des employés présenté avec l'expertise. Plus un employé a un salaire élevé, ça veut dire que plus l'employé est expérimenté, moins l'employé est expérimenté, moins l'employé va percevoir de salaire. Nous présentons également la taille et le poids chez les adultes. Parlons des autres types de corrélation. Il y a tout d'abord la corrélation de Spearman. La corrélation de Spearman mesure la relation monotone. Elle est basée sur les rangs plutôt que sur les valeurs brutes. Elle est plus robuste aux outliers et aux distributions non normales. En fait, la corrélation de Spearman est utilisée lorsque la relation entre les variables n'est pas linéaire, mais plutôt monotone. Elle se note ρ, qui vaut 1 moins au numérateur si fois la somme de i allant de 1 à n, n ici représentant le nombre total d'observations, d i carré, d indice i au carré. D c'est le rang de la variable x d'indice i moins le rang de la variable y d'indice i. Donc les variables qui ont le même rang, on fait la différence et on élève au carré. Puis on les somme et on multiplie fois 6. On va diviser le total par n facteur de n carré moins 1 pour obtenir ρ, qui est la corrélation de Spearman. Donnons quelques exemples de situations où on utilise la corrélation de Spearman. On a le stress présenté avec la performance. Le classement d'une course avec le temps final. Parlons un peu du classement. Lorsqu'on a par exemple 3 coureurs, on relève leur temps final de course. Le premier coureur court par exemple 10 secondes. Deuxième coureur 12 secondes. Troisième coureur aura son temps à lui qui sera supérieur à 12 secondes puisqu'il est effectivement troisième coureur. Et ce qui fait ici sa monotonie, mais pas la linéarité. Parce que les intervalles de temps entre le premier et le deuxième coureur ne sera pas forcément le même intervalle de temps entre le deuxième et le troisième coureur. Ici, il s'agit d'une monotonie, mais pas d'une linéarité. C'est pour ça qu'on utilise la corrélation de Spearman. Parlons aussi de la corrélation de Kendall, notée tau. Également basée sur les rangs, elle mesure la concordance entre deux classements. La corrélation de Kendall est plus adaptée pour les petits échantillons. En fait, la corrélation de Kendall est utilisée lorsqu'il y a égalité dans les deux valeurs. Elle fonctionne mieux avec peu de données et est similaire à celle de Spearman.
Sa formule est la suivante. Taux, qui est son symbole, égale à C. C ici représente le nombre d'éléments en concordance. Et D représente le nombre d'éléments en discordance. On va diviser le tout par 1 demi de n, facteur de n moins 1. N ici représente le nombre total d'observations. Prenons un exemple concret. On nous présente deux jurys, notant 5 candidats, dont le candidat A, B, C, D et E, par ordre de préférence, après par exemple leur prestance ou bien un passage quelconque. Le premier jury classe le candidat A, B, C, D et E, par ordre de mérite par exemple. Le deuxième jury, quant à lui, classe plutôt A, C, B, D et E. Ici, on compte que les A sont alignés, les D sont alignés, les E sont alignés. Donc, on a 3 éléments en concordance. Et B et C ne sont pas alignés, on a 2 éléments en discordance. Et le nombre total des candidats ici est égal à 5. Donc, on a toutes les variables pour calculer notre corrélation de Kendall. La corrélation de Kendall mesure donc combien de paires sont dans le même ordre chez les deux jurys, avec correction pour les ex-aequo. Parlons de la covariance. Il s'agit de la mesure qui nous donne comment deux variables varient ensemble. C'est une extension de la variance. On a déjà parlé de la variance lorsqu'on évoquait les mesures de dispersion. Je vous invite à revoir les vidéos qu'on a présentées avant dans ce playlist pour comprendre ce que c'est la variance. C'est une extension de la variance à deux variables. Sa formule est la suivante. Covariance de la variable x et y égale à la somme de xi moins x bar. X bar représente la moyenne fois yi moins y bar. Y bar également la moyenne de la variable yi. Nous avons également parlé de la moyenne lorsqu'on évoquait les mesures de tendance centrale. Le tout divisé par n-1. N ici représente le nombre total d'observations. L'interprétation qu'on obtient grâce à la covariance est que lorsqu'on calcule une covariance et on trouve une valeur positive, ça veut dire que lorsque x augmente, y a tendance à augmenter. Lorsqu'on trouve plutôt une covariance négative, ça veut dire que quand x augmente, y a plutôt tendance à diminuer. Lorsqu'on calcule une covariance, on trouve une valeur négative, une valeur qui est plutôt proche de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation linéaire. Voyons la figure qui est ici, du côté droit. On a pour la covariance négative, nos données sont descendantes. On peut tracer une ligne ici descendante. Lorsque la corrélation est positive, on a une ligne montante. Donc, x augmente, y augmente, x augmente. Lorsqu'on a covariance nulle, on ne peut pas tracer. Il n'y a pas de linéarité en fait. La relation entre covariance et corrélation. Mathématiquement parlant, R est égal à la covariance de x, y divisé par sigma de x qui représente l'écart type de la variable x fois l'écart type de la variable y. Autrement dit, la corrélation et la covariance normalisées par le fait produit des écarts types. La covariance, ce qu'il faut retenir ici, s'il faut retenir une chose, c'est que la covariance dépend des unités de mesure. On ne peut pas comparer la covariance de deux paires de variables dont les unités de mesure sont différentes. C'est pourquoi on utilise la corrélation qui est plutôt normalisée. Parlons de la matrice de corrélation. La matrice de corrélation, c'est un tableau carré qui présente les coefficients de corrélation entre toutes les paires de variables d'un jeu de données. La matrice de corrélation, comme on sait, c'est une matrice qui a la structure suivante. Les lignes et les colonnes de la matrice représentent les variables. Donc, on a les variables comme lignes, les variables comme colonnes. Chaque cellule IJ contient la corrélation entre la variable I et J. On présente ici comme la variable 1, variable 1. Ce qu'on obtiendra ici, c'est la corrélation entre la variable 1 et la variable 1. Ici, la variable 1 et la variable 2, ainsi de suite.
La diagonale contient 1. En fait, la corrélation d'une même variable avec elle-même vaut toujours 1. Et on dit la matrice est symétrique. Ce qui cause la symétrie ici, c'est que la corrélation entre I et J est égale à la corrélation entre J et I. Si j'ai par exemple la variable 1 et la variable 5 par exemple, la corrélation, dire que la variable 5 est en corrélation avec la variable 1, on obtient 0,22, c'est également dire que la variable 1 est en corrélation avec la variable 5. C'est d'où la symétrie. Donc dire que I est en corrélation avec J revient à dire que J est en corrélation avec I. Parlons de head map. Ce que vous présente ici à droite, c'est la head map. C'est une représentation visuelle de la matrice de corrélation où chaque cellule est colorée selon la valeur du coefficient. On a la couleur rouge ou orangée lorsque la corrélation est forte. La couleur bleue pour une corrélation négativement forte. La couleur bleue ici. Plus ça descend, ça devient bleu. Ça monte, ça devient rouge. Ici, c'est la légende. La couleur blanche ou beige pour une corrélation proche de 0. Proche de 0, on a tendance à voir une couleur blanche. La matrice de corrélation, on peut dire que la lecture de la variable est donc commutative. Donc, la matrice de corrélation permet d'identifier rapidement les paires de variables fortement corrélées pour détecter la multicollinéarité pour les modèles de régression et ça permet également d'orienter les analyses. Lorsqu'on a par exemple des variables fortement corrélées, ça va nous aider à plus prêter attention en tant qu'analyste de données pour prendre plus ces variables en considération, prenant en contexte le contexte métier. C'est tout pour la matrice de corrélation. Lorsque nous allons passer à la phase pratique, nous allons entrer plus en détail pour comprendre comment réaliser la head map ou bien une matrice de corrélation. Passons à présent à la corrélation vs causalité. En statistique moderne, lorsqu'on veut parler de la relation qu'il y a entre deux variables ou bien plusieurs variables, il y a des expressions que l'on utilise pour qualifier cette relation. Premièrement, on parlera de causalité directe. Lorsque X cause Y ou bien Y cause X, nous avons tout à l'heure parlé de la symétrie. Dire que la variable I est en corrélation avec la variable J revient également à dire que la variable J est en corrélation avec la variable Y. I plutôt. Ici, on peut prendre par exemple la pluie cause l'humidité. Nous savons que lorsqu'il pleut, alors on pourra déduire que le sol sera humide. Ou bien lorsque le sol est humide, l'on peut déduire qu'il a plu. Ça, c'est une causalité directe. Le deuxième point, c'est le facteur confondant ou bien la variable cachée. Ici, c'est lorsqu'il y a une troisième variable Z qui cause à la fois X et Y. Donc, on a deux variables X et Y qu'on étudie normalement. Mais, il y a une autre variable Z qui cause les deux variables. Par exemple, la vente des glaces et les noyades sont corrélées. Mais la cause commune, c'est la température. On voit que lorsque la température est élevée, les gens vont plus à la piscine et il y a plus de noyades et on vend plus de glaces. Lorsqu'on va présenter ou bien étudier nos deux variables, à savoir la vente des glaces et les noyades, nous allons bien voir que les deux variables progressent ensemble. Or, ce qui cause la progression de ces deux variables, ce qui cause leur corrélation, c'est plutôt la troisième variable Z qui est la température. Ici, on parlera de facteur confondant ou de variable cachée. Le troisième point, la corrélation fortuite. Ici, c'est lorsque deux variables évoluent ensemble par hasard. Deux variables qui n'ont rien à y voir, mais qui évoluent ensemble. Par exemple, le nombre de films de Stanislas et le nombre de noyades en piscine sont corrélés. On voit par exemple, plus Stanislas publie les films, plus il y a les noyades en piscine. Or, ces deux événements n'ont rien à y voir, mais ils évoluent ensemble. Là, on parlera de corrélation fortuite.
car il n'y a pas de lien. Tout se fait par hasard. Le quatrième point, c'est la causalité inverse. Ici, c'est lorsqu'on pense que X cause Y, mais c'est plutôt Y qui cause X. En causalité directe, les deux sont, on peut parler de, il y a X qui implique Y et Y qui implique X. Or, on peut parler de la relation d'équivalence pour la causalité directe. Or, pour la causalité inversée, c'est plutôt une implication. C'est X qui cause Y ou bien Y qui cause X. Par exemple, on peut penser que la réussite scolaire cause la confiance en soi. Mais peut-être que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est la confiance en soi qui procure de la réussite scolaire. Là, on parle de la causalité inversée. Cependant, deux variables peuvent être corrélées sans qu'il y ait de relation de cause à effet. Ce sont ces explications qui nous explicitent ces résultats. Comment donc établir une causalité entre deux variables? C'est une question que l'on doit se poser. Il y a plusieurs méthodes qui sont associées à cela. Parlons de l'expérimentation. On parle d'expérience contrôlée lorsqu'on modifie une variable, puis on teste son impact sur une autre variable, tout en gardant les autres variables constantes. Donc, par exemple, on a 4 variables, x, y, z et t. On prend x et on le teste avec y, tout en gardant z et t intacts. Là, on parle d'expérience contrôlée. Deuxième point, les études longitudinales. Ici, c'est lorsqu'on vérifie comment une variable influence une autre sur le temps. Le paramètre ici, c'est le temps en études longitudinales. Nous parlerons également de connaissances métiers parce que lorsqu'on fait une étude, il est important de considérer le contexte métier. Les données issues des patients, c'est-à-dire du secteur médical, ne peuvent pas être étudiées de la même façon que les données des clients issus du secteur bancaire. Les données des transactions bancaires ne seront pas utilisées de la même façon que les données qui sont issues, par exemple, d'une entreprise de e-commerce. Il faut une connaissance métier. C'est pour cela qu'il est recommandé de faire toujours une étude, une revue de la littérature lorsqu'on a un projet. Également, nous allons parler de l'analyse des mécanismes sous-jacents. Analyse des mécanismes sous-jacents. On parlera aussi d'analyse des variables confondantes, bien les facteurs cachés. Ici, en prenant en compte les variables confondantes, que sont la concurrence, par exemple, ou bien la saisonnalité, qui pourrait fausser la relation entre cause et effet. Tels sont ces 4 points sont dans les méthodes utilisées pour établir une causalité entre deux variables. Prenons quelques exemples. Exemple 1. On nous présente la matrice de corrélation entre ancienneté, âge, salaire et satisfaction avec les valeurs suivantes. L'ancienneté et le salaire. Leur corrélation R vaut 0,6. Âge et salaire. La corrélation de Pearson ici, R est égal à 0,7. Salaire et satisfaction. La corrélation de Pearson, R égale à 0,2. On nous dit, que dire des relations existantes entre ces différentes informations? C'est-à-dire qu'on nous demande, s'agit-il d'une relation forte, faible ou bien modérée? Nous avons vu ça tout à l'heure. La solution ici, l'ancienneté et le salaire, R égale à 0,6. Donc c'est compris entre 0,3 et 0,7. Nous parlerons ici d'une relation modérée positive, puisque R est supérieur à 0. L'âge et le salaire, R égale à 0,7. Nous avons dit que lorsque R est supérieur ou est égal à 0,7, la corrélation est forte et dépendamment du signe positif ou négatif. Le salaire et la satisfaction, R égale à 0,2, il s'agit d'une faible corrélation, positive également. Prenons un autre exemple. On vous présente un scatterplot des dépenses publicitaires X et des ventes Y, des points bien alignés et une corrélation R égale à 0,85. Forte corrélation positive, c'est-à-dire, oui, mais
est-ce que les dépenses causent les ventes? Peut-être oui, peut-être non. Je vous invite à répondre en commentaire. Mais attention aux facteurs confondants, que sont la saisonnalité et la concurrence. Aujourd'hui donc, nous avons appris à visualiser et mesurer les relations entre les variables. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le scatterplot révèle la direction, la forme et la force d'une relation. La corrélation, c'est-à-dire la corrélation de Pearson, notez R, la corrélation de Spearman, notez Rho, et la corrélation de Kendall, notez tau, quantifie la relation linéaire. Pearson, c'est pour la relation linéaire. Spearman, c'est pour la relation monotone, pas forcément linéaire. Kendall, c'est lorsqu'on a deux événements par exemple. Puis, nous avons parlé de la matrice de corrélation et la heatmap, qui permettent d'explorer toutes les relations de façon simultanée. La corrélation n'implique pas la causalité. Il faut toujours chercher les facteurs confondants, toujours faire une revue de la littérature. Alors, demain, nous mettrons en pratique toutes les connaissances de la semaine avec un challenge d'analyse exploratoire complète. Je vous invite demain pour une nouvelle vidéo pour votre challenge.